le projet de loi portant code minier a été adopté à l'Assemblée nationale. Exactement, il nous a fallu 39 mois pour traiter et arriver à la promulgation de cette loi. 39 mois donc se sont écoulés entre la date de lancement ou de démarrage des travaux de la commission de révision du code minier, c'est-à-dire le 27 juin 2013, son adoption à l'Assemblée nationale le 30 octobre 2016 et sa promulgation le 8 novembre. Plus de 50 réunions sont tenues et ces réunions ont enregistré la participation de tous les acteurs qui ont permis donc à ce qu'un avant-projet soit déposé au niveau de la table du gouvernement. Ces 3 années de préparation furent l'occasion d'apprécier et de prouver, si besoin en était, que le secteur minier national mobilise les Sénégalais. Ces Sénégalais qui ont inspiré les orientations de la loi que je vais vous présenter. Cette loi, dont je vais vous exposer les principales innovations et modifications, et non le détail des mesures, régit désormais le régime des substances minérales au Sénégal. Il ne s'agit pas ici d'étudier la loi nouvelle dans toutes ses dispositions, puisqu'elle ne compte pas moins de 152 articles. Par contre, et dans le cadre de cette revue, les dispositions qui intéressent directement et au premier degré les acteurs potentiels dans les activités minières sont présentes. Les principales innovations sont, au titre de la participation du secteur privé national, la loi fixe le taux de participation à 25%. Cette disposition existait, mais elle était contenue dans les conventions minières. Au titre des motifs de retrait de titres miniers, la loi élargit le champ des motifs qui peuvent conduire au retrait, tels que l'inactivité persistante, le manquement grave aux règles d'hygiène, de santé, d'environnement, le non-respect de la législation minière en ce qui concerne en matière de lutte contre le travail des enfants, en particulier dans ses pires formes, l'acquisition frauduleuse du titre minier et la corruption ou la tentative de corruption lors de l'attribution du titre minier. Au titre de la sous-traitance, désormais, la loi oblige les titulaires de titres miniers d'élaborer et de publier annuellement un plan de passation des marchés. Au titre de la formation et de l'emploi local, la loi renforce les dispositions en matière de formation et de promotion du personnel sénégalais, promeut l'égalité des chances à l'emploi entre les femmes et les hommes et l'équité salariale entre les employés féminins et masculins à qualification égale. Aussi, la loi prévoit d'interdire ou de limiter l'embauchage de travailleurs étrangers pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle en vue du plein emploi de la main-d'œuvre nationale. Au titre des opérations minières, la recherche, le permis de la recherche, désormais, est délivré pour une durée de 4 ans. C'était 3 ans dans l'ancienne loi. Au titre de la fiscalité minière, il est important de préciser que, en raison de la rationalisation des dépenses fiscales et de la simplification des procédures, toutes les dispositions fiscales de droit commun qui étaient dans le Code de 2003 ont été rapatriées dans le nouveau Code général des impôts, la loi 2012-31 du 31 décembre 2012. Ce qui fait que vous ne trouverez pas dans ce Code minier toutes ces dispositions fiscales de droit commun. Toutefois, l'État veille scrupuleusement à l'application du principe d'équilibre des intérêts des parties pour préserver le caractère incitatif du Code minier au regard de la concurrence internationale. Du point de vue de la fiscalité minière, proprement dite, ce qu'on appelle la parafiscalité, la loi procède au relèvement des droits fixes d'entrée. Les nouvelles dispositions donc prévoient un relèvement substantiel des droits fixes d'entrée à l'attribution, au renouvellement, et durant en tout cas toute la durée de vie. La loi introduit une disposition relative au conflit d'intérêts. C'est un retour aux dispositions du Code minier de 1988
qui interdit à tout agent de l'administration minière de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise de recherche ou d'exploitation de substances minérales au Sénégal. Voilà les quelques innovations que j'ai tirées du texte. Il y en a d'autres, c'est au nombre de... J'ai tiré presque 31 mesures nouvelles, il y en a d'autres, mais ce que nous considérons les plus significatives par rapport à notre échange de ce jour. Alors, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, comme vous venez de le voir, cette loi est un véritable levier de développement économique et social. Les intérêts sociaux, économiques et environnementaux légitimes des populations sont sauvegardés. La loi affirme que la responsabilité de l'État et l'engagement des investisseurs dans le secteur des mines commencent par le développement local. Elle contribue à mieux lutter contre la pauvreté et les inégalités, notamment en s'orientant vers la satisfaction des besoins sociaux des communautés hautes. Cette démarche, c'est celle de l'équité et de la justice sociale. C'est tout le sens des choix de l'État du Sénégal visant à contribuer au développement socio-économique des communautés minières. La loi s'inscrit dans une démarche d'excellence économique et environnementale. Avec cette loi, la gouvernance du secteur minéral au Sénégal est désormais assise sur des valeurs fortes, celles de l'efficacité et de l'intégrité, pour une utilisation optimale des compétences et moyens mis à la disposition, celle de l'équité pour un partage équitable de la richesse, celle de l'ouverture et de la transparence pour une gestion qui s'appuie sur une information de qualité, accessible au plus grand nombre de manières à favoriser une collaboration pleine et entière entre toutes les parties prenantes. Enfin, celle de la solidarité, pour la reconnaissance et le respect des droits et responsables de chacun dans un exercice de responsabilité sociétale partagée. Je vous remercie. La loi a été adoptée le 30 octobre 2016, Ousmane, vous l'avez dit, mais en fait, pour l'instant, je pense qu'on est en présence d'une loi minière qui devrait, en principe, être complétée par un règlement minier. Sur les innovations, vous l'avez dit, quelque chose a été très important parce qu'il a fallu ici tirer les enseignements du passé. Qu'est-ce qui était insuffisance dans le système que nous avions? Qu'est-ce qui était lacune? Qu'est-ce qui était manquement? Donc le Code avait pour préoccupation de combler des insuffisances, de combler des lacunes, de corriger des erreurs. Je pense qu'on peut le dire ainsi. Deuxième chose qui me paraît importante, c'est que le Code aussi s'est inspiré des meilleures pratiques en cours dans le monde. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'il était question de discuter du Code minier, la loi, le texte législatif était toujours accompagné d'une documentation annexe. Et dans cette documentation annexe, il y avait deux éléments très importants. Le premier, c'était le benchmarking. Le benchmarking qui avait été fait par rapport à d'autres systèmes. Et je pense aussi qu'il y avait un document qui montrait chaque fois ce qui existe au Sénégal et ce qui existe ailleurs, pourquoi on a fait tel choix, etc. Autrement dit, il y avait une préoccupation très forte de pédagogie pour la présentation du document. Et je pense qu'une préoccupation aussi fondamentale a été évidemment la protection des intérêts nationaux. Les innovations qui ont été introduites dans le Code sont nombreuses. Je ne vais pas y revenir. Ousmane les a très bien évoquées. Je voulais juste quand même rappeler que la participation de l'État à hauteur de 25% est un élément qui me paraît important. Quand j'entends souvent dans le pétrole, les gens disent « Mais pourquoi l'État n'a que 10% ?» Serigne Boub est là d'ailleurs, il pourra donner des explications sur ça. Ici, je pense que c'est très rassurant de montrer que voilà, l'État peut participer à hauteur de 25%. Et comme l'a montré Ousmane, c'était même déjà une possibilité, mais qui existait dans les conventions. Maintenant, cela est au niveau de la loi. On voit aussi dans ces innovations un effort de respecter la réglementation par les opérateurs, avec plus d'encadrement pour tout ce qui est, par exemple, opération de sous-traitance, avec l'exigence maintenant d'avoir un plan de passation des marchés,
Il y a aussi beaucoup d'éléments importants en ce qui concerne ce qu'on appelle le local content, c'est-à-dire la formation et le recrutement pour renforcer les capacités des Sénégalais dans ces secteurs. Il y a évidemment un effort très important de rationalisation des permis, avec maintenant plus d'obligations pour les titulaires des titres miniers. Il y a un souci de clarification, il n'y a plus de concessions minières. Maintenant, on a seulement le permis d'exploitation. On a introduit une pratique qu'on connaissait dans le secteur pétrolier, mais qu'on ne connaissait pas dans le secteur minier. Le contrat de partage de production, bon, à l'époque, ça avait soulevé quelques vagues, mais ici, je pense que cela a été tempéré par le fait que c'est à titre optionnel, le contrat de partage de production. Et puis, c'est un contrat de partage de production, surtout privilégié dans les zones opérationnelles. Il y a quelque chose quand même d'important dans ce code minier. C'est, alors même que ce n'était pas en principe la préoccupation principale d'un code minier, c'est le financement des collectivités locales. Voilà une problématique transversale, parce que la problématique du financement de la décentralisation des collectivités locales intéresse l'État du Sénégal. C'est par exemple un des points sur lesquels ont achevé les discussions sur l'acte 3 de la décentralisation et qui a finalement même fait en sorte qu'on a phasé la réforme en disant, bon, dans la première phase, on va se focaliser essentiellement sur les aspects institutionnels. La problématique du financement étant compliquée, on renvoie ça à la deuxième phase, le temps de faire des études complémentaires, de faire une étude de la fiscalité locale et de voir quelles sont les options les plus intéressantes pour financer la décentralisation. Autrement dit, c'est une équation permanente en matière politique au Sénégal. Et voilà que le code minier apporte une contribution, une réponse. Pas les réponses ou la réponse, mais c'est une réponse importante. Parce que je pense que cela est quand même révolutionnaire de prévoir 20% des recettes minières engrangées par l'État au fonds de péréquation des collectivités locales et de prévoir 0,5% des chiffres d'affaires pour le fonds de développement local. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important et qui doit être relevé. Évidemment, beaucoup d'aspects aussi portent sur la fiscalité minière, qui a été simplifiée, comme on le voit, avec notamment le rapatriement des dispositions fiscales dans le Code général des impôts et domaines. Bon, ça aussi, c'est une politique aussi de l'État du Sénégal, de mettre fin à tout ce qui est fiscalité spéciale et dérogatoire et d'avoir un instrument unique, siège de toute la fiscalité, à savoir le Code général des impôts et domaines. Le relèvement des droits fixes d'entrée, la restauration de la redevance superficielle, l'assiette du taux de redevance minière, le contrôle des opérations minières qui est renforcé, l'introduction des principes de bonne gouvernance, l'exigence de respect des droits humains, et un point qui nous intéresse beaucoup, nous, l'ITIE, c'est les articles 90-91 d'ailleurs, parce que nous l'avons en tête, c'est cette obligation maintenant qui pèse sur les compagnies minières de faire ce qu'on appelle les déclarations ITIE. Donc ce qu'il faut dire, c'est que même en l'absence de cette disposition, avec le concours du ministère, mais surtout du ministre aussi des Mines, les compagnies minières, pour l'essentiel, avaient participé. Et c'est ainsi qu'on a eu pour le rapport, pour les besoins du rapport ITIE, par exemple de 2014, on a eu 100% de participation des compagnies minières. Mais aujourd'hui, cela a été formalisé, codifié dans le code minier, la nécessité de respecter les principes de l'ITIE, donc les principes de transparence. Beaucoup de dispositions aussi très intéressantes relatives au conflit d'intérêts. Il y a d'autres aspects, je voulais juste, pour finir, évoquer un aspect qui me paraît important, c'est la publication des conventions minières. Parce que vous savez, sur ce plan, il y avait un petit décalage entre le secteur pétrolier et le secteur des mines. Dans le secteur pétrolier, il était prévu que les conventions pétrolières sont publiées. Et dans le secteur des mines, ce n'était pas si net que ça. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte d'harmonisation du régime de la publication. Ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, que le Sénégal fait partie des quelques pays, parce que ça aussi, ne l'oublions pas, le principe de la publication des contrats miniers et pétroliers, ce n'est pas la norme dans le monde. Ce n'est pas toujours pour dissimuler quoi que ce soit, mais au niveau des États, ce n'est pas toujours la norme. Mais notre pays, aujourd'hui, fait partie du cercle des pays qui procèdent à la publication des conventions pétrolières, comme c'était le cas, mais aussi des conventions minières. Donc voilà, l'économie générale de la riche présentation qui a été faite par Ousmane. Le code, on l'a travaillé pendant presque 3 ans et quelques mois. Il a évoqué donc à peu près une trentaine d'innovations
environ 13 modifications. Je disais tout à l'heure qu'il y a peut-être même une innovation de taille que vous n'avez pas mentionnée. Et souvent, quand on fait une loi, on n'accepte pas que certaines contraintes qui doivent s'appliquer à soi-même soient dans la loi. Et cette loi prévoit aujourd'hui beaucoup de contraintes. Aziz, ce n'est pas uniquement au niveau des sociétés minières. Aujourd'hui, le directeur des mines est pratiquement obligé de répondre à toutes les interpellations, toutes les demandes dans un délai qui est bien prescrit. Dans l'ancien code minier, il n'y avait que le ministère des Finances qui avait obligation de nous répondre sur un délai de 21 jours. Maintenant, même le ministère des Mines est obligé de répondre. Et c'est des délais qui sont maintenant dans la loi. Et dans cette loi, nous avons également, moi-même au niveau du ministre des Mines, accepté, proposé même de laisser certaines prérogatives, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que les ministres aiment tellement également les prérogatives. Il y a des choses qui étaient prérogatives ministérielles qu'aujourd'hui nous avons partagées avec d'autres ministres, ce qui n'est pas souvent le cas, parce que tout ça c'est dans le cadre donc, des discussions. Nous avons pensé qu'il fallait proposer quelque chose. Les maires aujourd'hui disent qu'ils en veulent plus. Les industriels disent qu'on leur demande beaucoup. Ça veut dire certainement nous devons avoir peut-être un sentiment de satisfaction parce qu'on a essayé de tout faire pour être au milieu. Vous savez, avec les industriels, ils veulent toujours des faveurs, des exonérations. C'est dommage, le directeur des mines n'a pas présenté un tableau qui est très intéressant, qui devrait montrer au public aujourd'hui comment les chiffres devaient évoluer. Nous avons, nous-mêmes, demandé que 20% également de ces recettes soient affectées, ça c'est dans le cadre de l'État, mais au secteur minier. Là aussi parce que, et j'ai toujours l'habitude de le dire, au Sénégal, nous n'avons pas une vraie connaissance de nos mines, parce que tout simplement, nous n'avons pas fait les recherches qu'il fallait, parce qu'il n'y a pas de ressources qui ont été affectées au secteur minier pour que le ministère des Mines puisse faire des études dans le secteur. Parce que si on n'investit pas dans le secteur de la recherche, nous ne pourrons jamais connaître ce que nous avons. Et c'est ce qui va faire plus tard la promotion de ce qu'on appelle le partage de production. Les minerais qu'on connaît le plus et pour lesquels l'État du Sénégal a encore une emprise, c'est le minerai de fer. Nous disons tous que nous avons 650 millions de tonnes. Et je sais qu'il y en a plus, parce que là, c'est peut-être sur 2 ou 3 montagnes, c'est sur une montagne où on marche sur le fer, avec de bonnes qualités, qu'on a 650 millions de tonnes. Mais lorsqu'on a rompu le contrat avec ArcelorMittal, mais moi, j'ai refusé de donner ce permis sur la base du code minier de 2003. Parce que je considère que je ne peux pas avoir 650 millions de tonnes de fer sur lesquels on marche à Kédougou. On n'a pas besoin de creuser, on marche sur le fer à Kédougou. Et le donner à une entreprise qui vient de l'extérieur en considérant que le Sénégal doit avoir 10 ou 15%. Le ministre Ismaël Madior Fall l'a rappelé. Généralement, un code minier a une durée de vie de 15 ans, et ici c'est normal. Le premier code minier réellement au Sénégal, c'est 88. 15 ans après, ça a été modifié, et on est quasiment à la même période. Mais le contexte est un peu particulier, comme vous le savez. À l'avènement du président Macky Sall en 2012, le gouvernement avait fait un constat pour dire que le trésor public avait donc subi un manque à gagner. On parlait d'un chiffre de 400 milliards en dépenses fiscales, et que donc il fallait redresser pour arriver à un code équilibré et permettre donc à l'État de drainer plus de recettes. Bien sûr, l'idée était de maintenir un code plus attractif. À l'arrivée, moi je ne suis pas sûr que le code est réellement attractif. Si vraiment on tient compte de ce qui est présenté, en tout cas par rapport à 2003 et 2005, le rééquilibrage a été fait de manière drastique, effectivement. L'exemple le plus simple, c'est par exemple la redevance minière qui est passée, en réalité, on dit 5%, mais 5,5%. Si on ajoute les 0,5%
des fonds de collectivités locales. C'est 0,5% du chiffre d'affaires, donc annuellement, qu'il faut ajouter aux 5% de la redevance, compte tenu de la conjoncture, que tous les cours des matières premières soient favorables ou défavorables, ces taux, bien sûr, ça varie, c'est sélectif selon la substance, mais le taux quasiment est fixe. Mais non seulement le taux est fixe, mais aussi les prélèvements et l'acquittement aussi. L'acquittement maintenant, c'est trimestriel. La redevance était payée annuellement. La nouvelle loi exige que la redevance soit payée de manière trimestrielle. Il y a aussi des sanctions qui sont prévues en cas de retard. En réalité, la pratique, c'est que les retards de paiement souvent sont dus à l'administration pour valider les déclarations, mais il y a 7% de sanctions pécuniaires qui sont ajoutées de sanctions lorsque vous ne payez pas à la date échue. Je rappelais aussi que par rapport au souci très important des investisseurs, parce que ça ne sert à rien de faire un code qui est très favorable au trésor public, qui donne des revenus, mais s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de projet, effectivement, il n'y aura même pas d'argent à verser dans les caisses du trésor. Et un souci important qui nous a guidés tout au long de ces discussions, c'est la clause de stabilité. Effectivement, M. Cissé l'a rappelé, effectivement, en phase d'exploitation, il est prévu aujourd'hui dans la loi la stabilité des conditions fiscales et douanières. Nous sommes d'accord sur effectivement la préoccupation concernant les autres stabilités administratives et autres qui peut-être n'étaient pas pertinentes, mais la clause de stabilité, c'est prévu dans la loi. On espère que ce sera répercuté dans la convention, mais c'est seulement en phase d'exploitation. La précédente loi avait corrigé un souci qu'avaient la plupart des investisseurs. Comme vous dites, quand vous venez chercher un permis de recherche, vous voulez avoir un modèle, une prévision sur comment ça va se dérouler lorsque vous allez commencer à générer des revenus en phase d'exploitation. Donc il y avait une convention en phase de recherche qui prenait en compte, qui était stabilisée pendant la phase d'exploitation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, effectivement. Quasiment en phase de recherche, vous n'avez même pas besoin de convention en réalité avec la nouvelle loi. Parce que même si vous avez une convention en phase de recherche qui ne déroge pas de la loi, pendant la phase d'exploitation, vous négociez une nouvelle convention qui stabilise donc, vous l'avez dit, les conditions fiscales et douanières pendant la phase d'exploitation et pour 12 ans. Parce que la convention minière est limitée dans 12 ans. Ceci aussi s'explique, on peut bien sûr le comprendre, parce que les conditions économiques peuvent changer en 12 ans. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans les années passées, vers 2011-2012, où les cours étaient très favorables, mais à cause de la rigidité de ces stabilités, les gouvernements n'ont pas pu en profiter. Donc la convention minière, c'est 12 ans. La stabilité, quand même, ce serait en tout cas une requête qu'on construirait à faire prévaloir pour qu'il existe, parce que les gens veulent bien savoir dans quelle sauce ils vont être mangés lorsque, effectivement, ça va arriver à maturité. Dispositif des sanctions aussi qui sont très contraignantes, je vais en donner un exemple, c'est le retard dans le démarrage de la phase d'investissement. Lorsqu'on vous attribue effectivement un titre minier d'exploitation, la pratique qui existe même dans le code de 2003, et c'est quasiment général, vous avez 1 an pour démarrer l'activité. C'est très difficile, la pratique montre que c'est quasiment impossible. Pour terminer l'étude de faisabilité, les conditions économiques changent très facilement et vous êtes obligé d'aller lever des fonds pour pouvoir financer l'investissement. La pratique, c'est qu'au bout de 2 ans, vous arrivez difficilement à démarrer. Et ici, les sanctions prévues sont quasiment très contraignantes. Si au bout d'1 an, vous ne démarrez pas, vous avez des sanctions quasiment de 50 millions de francs CFA par mois de retard. Et au bout de 3 mois, ces sanctions sont doublées. Et ça peut arriver même au bout de 2 ans si vous ne démarrez pas, retrait de votre construction minière. Je trouve que c'est quand même assez draconien pour quelqu'un qui a certainement dû investir plusieurs millions de dollars dans la phase de recherche, arriver à découvrir un jugement. Les conditions de marché peuvent ne pas être favorables pour aller démarrer l'exploitation. Vous vous exposez à des sanctions pécuniaires déjà pendant que vous cherchez de l'argent pour développer le projet. Ça peut même vous empêcher de le faire. Et si vous ne le faites pas, donc on peut vous retirer le permis. C'est quand même très difficile. Les gens vont beaucoup hésiter avant de s'engager. Bon, le reste, effectivement, c'est la réglementation. Le professeur Fall l'a dit. C'est la partie législative, il reste la partie réglementaire. Et fait, on a listé la loi. Il y a 25 articles où il y a des renvois à des décrets. La grande partie, c'est des décrets d'application. Il y a d'autres arrêtés aussi, ministériels, ministère des Finances, ministère des Mines, des arrêtés conjoints ou des arrêtés du ministère des Mines. Donc, on attend ces réglementations, ces décrets et ces arrêtés
qu'il puisse être mis, en tout cas édicté. Et si c'est possible, en tant qu'acteur privé, on voudrait bien être associé ou en tout cas voir une mouture de cette réglementation si elle est disponible. Nous n'avions pas l'intention en commençant ce débat de nous arrêter juste là. Et nous allons tout faire pour qu'il soit pérennisé. Et je crois, nous avons un partenaire aussi qui est très dynamique en ce sens, c'est le cabinet des stratégies qui a vraiment beaucoup contribué à la logistique pour la réussite de ce débat. Et nous tenons à les remercier aussi. Nous espérons qu'il trouvera intérêt à poursuivre ce challenge avec nous. Merci beaucoup. li ci rafet mooy biñ koy def pendant presque ñetti at dañ ciy waxtaan ak tous les acteurs kenn ku ci nekk joxe na sa xalaat parti politique yi kenn ku ci nekk ñu xool li nga xam ne aussi jàpp nañ ne mën na nekk peut-être mesure de nekk ci digg bi préserver intérêt wu investisseurs yi préserver intérêt état bi préserver également intérêt population yi tëral code minier bi depuis le fin octobre ñu approuvé ko depuis le 8 novembre ñu promulgué loi bi donc léegi décret d'application bi yaakaar nañ ne fii quelques fan mu pare comme ça nag maintenant ñu mën a appliquer le nouveau code minier.